Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la suite de ce forum Europe Énergie avec, pour commencer l'après-midi, une table ronde d'une particulière actualité tournée vers la stratégie d'achat, comment l'adapter alors qu'on a aujourd'hui un marché haussier, un marché volatile. Europe Énergie a considéré qu'il était indispensable de pouvoir aborder cette thématique et pour ce faire, elle a réuni un panel de 2 fournisseurs, 2 acheteurs et un consultant qui vont nous faire part de leur retour d'expérience sur les derniers mois et de leurs propositions pour aborder les incertitudes à venir. Alors, je vais commencer par passer la parole aux 2 représentants des fournisseurs, à savoir d'une part Patrick Cormeret, qui est directeur général délégué, directeur commercial d'Alpiq. Alpiq, que beaucoup d'entre vous connaissent, producteur et fournisseur d'électricité et de gaz à destination des industriels et des professionnels, qui nous parlera plutôt de la thématique électricité. Et puis Gilles Nagid, directeur des activités françaises d'Endesa, filiale d'Enel, et qui traite plus particulièrement aujourd'hui sur la France de la fourniture de gaz et qui donc abordera plus particulièrement cette thématique. Messieurs, alors on a abordé ce matin déjà les incertitudes et le caractère haussier du marché. Quelle visibilité voyez-vous pour les prochains mois et quelles sont vos propositions par rapport à ce contexte délicat ? Merci, bonjour. Tout d'abord, peut-être un petit rappel, même si ça a été largement évoqué. Je ne sais pas si tout le monde assiste à chacune des sessions. On est effectivement sur des fondamentaux extrêmement haussiers. On passe même d'un extrême très bas après la crise sanitaire de 2020, avec depuis novembre dernier l'annonce du vaccin, une reprise économique forte, une consommation qui est revenue quasi à la normale, et derrière une hausse des matières premières qui pose souci. Pas simplement sur les commodités, sur bien d'autres choses, avec des difficultés chez nos clients à avoir même de l'approvisionnement. Et s'agissant de l'énergie, on a vu d'un côté le CO2 flamber, mais là poussé par une volonté réglementaire de Bruxelles de voir des prix aller à 100 € du mégawattheure. D'ailleurs, vous avez hier une annonce de Bloomberg qui relate à nouveau ces 100 € la tonne. Et aujourd'hui, grosso modo, 1 € de hausse sur le CO2, c'est 1 € de hausse sur l'électricité. Par ailleurs, on a une insuffisance de production nucléaire et on se retrouve en fait à avoir des prix qui sont fixés par les coûts marginaux de production, ce qui expliquait Olivier Appert ce matin, basé sur du gaz qui flambe. Je laisserai Gilles apporter des compléments sur cette partie-là, mais effectivement qui flambe à la fois par la demande très forte suite à cette reprise économique en Asie, mais qui est utilisée aujourd'hui pour produire de l'électricité. Donc ce contexte-là, il est là, il pose beaucoup de questions à plein de personnes. Je voudrais juste élargir le spectre pour des acheteurs qui sont là depuis de nombreuses années et revenir sur quelques dates. En 2008, il n'y a pas si longtemps, on était monté en août 2008 à 90 € du mégawattheure pour replonger l'année suivante en 2009 à moins de 40. On a connu en 2016 des prix sur la même année en février à 25 € du mégawattheure et en fin d'année avec une crise du nucléaire là, à l'époque, des prix à 60 €. Donc il faut quand même essayer de revenir, pas forcément réagir dans la tempête, mais reprendre du recul, et je pense que ça sera développé par nos collègues acheteurs, pour définir des stratégies à long terme d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, on reste sur un schéma clairement bullish sur tous les fondamentaux. Les arbres ne montent pas au ciel, c'est la même chose pour les marchés, ça redescendra, mais on n'a aucun élément baissier à terme. Je laisse Gilles compléter sur le gaz et on reviendra après un peu sur les solutions. Merci Patrick. Effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça a été largement abordé ce matin. Mais du côté du gaz, on a toujours l'offre, la demande et les impératifs de transition énergétique qui tirent de la même manière que les marchés internationaux et les marchés de commodités. Le gaz en particulier, il y a quand même des spécificités dans le gaz. C'est un marché qui s'est internationalisé via le GNL. On a une très forte traction en Asie du GNL. On a eu pendant la période Covid une baisse et on a aujourd'hui des problèmes d'opération de maintenance sur du GNL, une baisse aux États-Unis. On a par ailleurs en Europe nos principales sources d'approvisionnement, la Russie, la Norvège, qui sont dans des situations particulières, avec aujourd'hui la Russie qui pousse pour l'utilisation de Nord Stream 2,
qui pourrait être un facteur qui limitera les hausses à l'avenir, mais qui pour l'instant est un facteur haussier de plus. Donc effectivement, le gaz, comme tout le reste des commodités, avec ses spécificités, est clairement et très très fortement orienté à la hausse dans le sillage des autres matières premières et entraînant l'électricité, puisque le coût marginal qui s'impose est lié au prix du gaz et du CO2. Et face à cette évolution, du coup, vous proposez ou vous mettez des choses en place particulières? Vous avez des propositions par rapport à vos clients acheteurs? Tout à fait, oui. C'est bien l'objet de cette table ronde. Et ce que disait Patrick, c'est qu'on est dans une tempête parfaite. On en a connu d'autres. On a connu d'autres à des moments de crise forte ou à des moments comme en 2008. Mais cette tempête parfaite est liée à un contexte particulier qui nous oblige à nous projeter sur le long terme. Ce que des contextes de marché très bas ne permettent pas de faire. Et donc, nous, en tant que fournisseurs, c'est ce que l'on souhaite vraiment mettre en place, c'est mettre en place des stratégies. Ça va être l'objet de nos échanges aujourd'hui, c'est comment on peut mettre en place des stratégies. Ça nécessite de la vision long terme, de mettre en place une stratégie. Qu'est-ce que cette stratégie touche? La politique interne de l'entreprise, les budgets, quel est mon produit en fait, quel est moi-même en tant que consommateur, mon client, si je suis industriel, quelles répercussions je peux avoir ou pas. C'est toute cette analyse qu'il faut avoir. Et dans ce contexte de transition énergétique et de vision long terme, on aura aussi l'occasion d'aborder les solutions qui peuvent être mises en place au-delà d'une stratégie marché sur le fait de faire rentrer plus d'énergie renouvelable. Les PPA, ça a été abordé ce matin, le biométhane juste avant. On a travaillé sur les premiers GPA de gaz. Bon, le marché n'est pas forcément encore mature, mais on travaille déjà dessus. Et demain, surtout, ce que je voudrais voir, c'est cette stratégie de long terme. Elle doit se décliner aussi sur le fait de consommer moins. C'est le fait d'avoir plus de visibilité à long terme. Ça nous permet de mettre en place des opérations d'économie d'énergie qui sont rentabilisées. Et ça va changer nos métiers. Ça sera un dernier point sur lequel on pourra échanger. Côté électricité, côté Alpiq, vous avez la même approche? Alors, il y a deux choses. Je disais qu'il fallait effectivement, et on en reviendra peut-être sur ce sujet-là, sur la stratégie d'achat qui se fait par anticipation. Mais quand on est face au mur, et finalement on est face au mur depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, les gens étaient un peu frileux en se disant est-ce que effectivement on ne va pas d'abord avoir une quatrième vague, on ne sait pas où on va, est-ce que ça va pas rechuter? Et on a vu que contrairement à d'autres crises, aujourd'hui on est avec un soutien fort des États, des banques centrales, et donc cette reprise économique elle est là. Et les problématiques qu'on a citées juste avant sur le manque d'offres, et en particulier en France la faible disponibilité nucléaire, nous met dans une situation où demain c'est encore plus cher. C'est-à-dire que quand on a discuté de cette table ronde, on a dû depuis prendre 2 € sur le marché, on a dépassé les 70 €, 71 € ce matin. Aujourd'hui, on a la chance, alors ce matin, même si les représentants des autorités ne donnaient pas beaucoup d'informations, d'avoir, s'agissant de l'électricité, un amortisseur réglementaire qui est l'AREN. L'AREN, officiellement, ça va jusqu'au 31/12/2025 et assez sûrement, ça va couvrir l'année 2022. On voit mal quand même des changements qui s'opéreraient dans cette mandature qui se termine au 1er janvier et on voit mal l'État ou les États qui ont soutenu les entreprises changer des dispositifs qui mettraient un coup de bambou fatal à certaines entreprises. Donc l'AREN, c'est l'année prochaine encore l'assurance d'avoir 50 à 60% de son énergie qui sera à un prix capé. Et c'est une chance française. Le reste, donc ce complément, il faut l'acheter. À un moment donné, il faut prendre ces dispositions pour ce qu'on appelle stop lossé, prendre sa perte, entre guillemets, par rapport à un budget qui était inférieur, savoir l'expliquer éventuellement à sa direction, parce qu'un acheteur, face à sa direction, c'est pas évident de dire je viens avec une hausse de 50% sur un budget, et on les accompagne pour leur donner effectivement l'expertise, les éléments qui vont expliquer qu'il ne faut pas forcément attendre demain pour payer 10 € plus cher, parce que c'est ce qui se passe. On est passé de 50 à 70 en moins de 6 mois.
Alors, Ça, c'est une... justement, peut-être voir avec nos amis acheteurs comment déjà ils ont géré les derniers mois et puis ce qu'ils planifient, comment ils s'organisent pour la suite. Je vais passer la parole à Olivier Demiras, qui est acheteur leader au sein d'UniAchat. Donc UniAchat qui est une coopérative qui regroupe un peu plus de 1000 établissements hospitaliers pour un volume d'achat de 5 milliards d'euros, je crois. Et l'énergie, c'est 500 établissements et 480 millions d'euros de budget. Donc un poste conséquent que vous suivez avec attention et vigilance. Donc comment avez-vous fait d'ores et déjà pour gérer les premiers mois de l'année et même peut-être anticiper sur les mois futurs? Oui, tout à fait, merci. Donc effectivement, cette crise, une crise de plus, mais une crise un peu particulière. Alors de façon très factuelle, on était en capacité, on avait des marchés ouverts sur le gaz naturel au moment où dans pleine période de Covid, les prix du gaz se sont effondrés. Et comme on avait une stratégie d'anticipation, une gouvernance qui nous permettait d'agir vite à ce moment-là, on a pu saisir des opportunités de marché et donc bloquer des prix du gaz très intéressants à cette période-là. Donc ça, c'est le bon côté de cette opération. En revanche, sur l'électricité, la crise, elle a eu quand même une forme un peu différente. Donc le prix s'est effondré très vite, au mois de mars, mois d'avril de mémoire, et puis il est remonté très très rapidement. Et du fait qu'il soit remonté très rapidement et du fait que nous, on n'avait pas nos marchés d'ouverts et d'actifs, donc on n'avait pas de fournisseurs, si vous voulez, de contrepartie pour nous aider à investir sur ces marchés à ce moment-là, eh bien, on a pris la hausse. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, après on pourra sûrement détailler beaucoup plus ces éléments-là, mais en fait, ça a renforcé des convictions de départ, cette crise, qu'on avait déjà, mais que vraiment sur lequel moi je souhaite insister, la conviction de l'anticipation, parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, et donc il faut anticiper pour être en capacité de saisir des chances. Mais comment, une fois qu'on a dit ça, comment on anticipe, comment on saisit une chance, comment on va aller expliquer le résultat de cette action, donc de la stratégie d'achat, surtout quand c'est des hausses, parce que aller expliquer que vous avez fait bien votre travail et que les budgets baissent, c'est assez facile. Et quand le marché baisse, il n'y a pas besoin d'acheteurs d'énergie puisque c'est très facile d'aller gagner un bon prix. C'est justement dans ces situations de crise que ça prend tout son sens. Et donc, ce que ça a apporté, c'est qu'on s'est dit que soit on avait des bases solides, mais qu'il fallait encore les renforcer. Et surtout, il va falloir qu'on aille encore plus loin en conservant un peu ces principes fondamentaux, mais en allant explorer d'autres façons d'organiser nos achats. Alors, la particularité, vous l'avez rappelé Vincent, c'est que nous, c'est des hôpitaux publics. Donc on a la gestion des achats sur les marchés, j'ai envie de dire comme tous les consommateurs. Mais on le fait aussi dans un cadre de contrat public. On pourra en discuter tout à l'heure avec Fabrice. Donc, l'acheteur énergie, il doit aussi toujours traduire son contexte, son environnement. Et donc, je pourrais peut-être détailler un peu plus tard, parce que je ne vais pas monopoliser la parole à ce stade. Et donc, il a fallu qu'on réinvente un petit peu notre modèle d'achat. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et on a aujourd'hui, on pense qu'on a trouvé une solution intéressante, justement pour à la prochaine crise, parce qu'il y en aura une. C'est un peu ça, je pense, le sens de tous nos échanges. On ne sait pas quand, ce sera peut-être une crise dans l'autre sens, avec un effondrement des prix. Et si vous avez déjà vos marchés qui sont couverts, vous aurez vos directions qui viendront vous voir ou nous voir et dire mais pourquoi on n'achète pas. Ça a été le cas pendant, juste une parenthèse, quand dans la presse on a annoncé pendant la période Covid que le pétrole se négociait à prix négatif. Nous, on avait des gens qui nous disaient l'année prochaine, on ne paye plus l'électricité, quoi. C'est free lunch. Donc, voilà, c'est vraiment important d'avoir ces éléments en tête. Donc, encore une fois, anticipation et organisation de la prise de décision en interne. Parfait, merci beaucoup. Fabrice Camp, vous êtes Key Purchasing Category Manager chez Le Safre, donc qui est une entreprise de l'agroalimentaire pour laquelle l'énergie est un élément clé, on parle même d'électro-intensivité de votre côté. Vous n'avez pas les contraintes des marchés publics, mais vous avez un œil particulier sur l'énergie qui est un facteur de coût
important. Comment gérez-vous? Comment avez-vous abordé les derniers mois et comment prévoyez-vous de gérer l'avenir? Donc ça, effectivement, sur les 12 derniers mois, on peut dire qu'on est passé de tout à rien ou de rien à tout. Le monde a basculé en espace de 12 mois avec une violence inouïe. Certes, il y a eu dans le passé, en 2008 notamment, avec la crise des subprimes, une crise, mais par rapport aux propos de Patrick et Gilles, c'est de dire qu'aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, me semble-t-il, dans un autre monde, parce qu'en 2008, on ne parlait pas de carbone au niveau où on en parle aujourd'hui. Hier, j'ai lu Le Figaro et le premier titre, c'était qu'on annonce l'humanité va faire face à des problèmes cataclysmiques. Le mot cataclysmique est utilisé. Ça démontre que la problématique carbone est fondamentale. Et ça c'est un changement de paradigme majeur. Et là, on rentre dans une nouvelle époque. Et c'est là qu'est la difficulté, me semble-t-il, pour l'acheteur d'énergie, parce qu'en effet, il faut maintenant raisonner plus long terme, me semble-t-il. Avant, l'acheteur d'énergie se couvrait sur une année ou avait un contrat avec son fournisseur sur 2 années. Là, je pense qu'il faut changer de stratégie, aller beaucoup plus loin, peut-être mettre des contrats sans limite, entre guillemets, avec son fournisseur ou avec des tacites de renouvellement, pour être capable, au moment venu, de pouvoir prendre des positions sur des échéances à 3 ans, 4 ans, tant que la liquidité du marché le permet. Voilà. En plus de ça, en effet, et comme Gilles le mentionnait, il faut aussi raisonner sur le long terme. Aujourd'hui, les PPA peuvent être une réponse pour prendre un hedge, c'est l'équivalent d'un hedge, un PPA, sur 10 ans ou 15 ans. Donc on peut prendre un bloc PPA. L'Uniden a la chance, manifestement, de pouvoir avoir des contrats long terme Excelsium avec EDF. Nous, moi qui suis membre du CLE, et comme l'a rappelé Franck Rubanovic ce matin, on n'a pas cette chance-là. En tout cas, ce n'est pas prévu comme ça. Donc il nous restait l'AREN, mais je parle au passé parce qu'a priori l'AREN va disparaître. Donc pour nous, industriels médians, ça va être un très gros problème. Et puis le forum s'appelle Forum Europe Énergie. Donc moi, je gère dans 7 pays, j'achète dans 7 pays. Dans les 6 autres pays, il n'y a pas d'AREN du tout pour 2022. Je peux vous garantir que quand vous achetez en Pologne de l'électricité, aujourd'hui, vous êtes à peu près à 85 € du mégawattheure. C'est un vrai problème. Et même si on déborde un peu sur le consommateur lambda, tel que nous sommes tous, hier, je lisais dans un blog d'un universitaire belge spécialisé dans l'énergie, où il mentionnait que pour la Belgique, l'année prochaine, le ménage, le foyer moyen belge va avoir une facture d'énergie, gaz et lait, qui va augmenter de 375 €. Donc c'est 375 € de pouvoir d'achat en moins pour les consommateurs particuliers. Et donc je me dis aussi que politiquement, je ne sais pas comment ça va passer, parce que je n'ai pas l'impression que les citoyens européens sont bien conscients de ce que va devenir leur facture de l'année prochaine. Voilà. Et ça, politiquement, j'attends de voir un peu la réponse. Donc je suis un peu partagé. Oui, en effet, on est dans une forte tempête. Il faut revoir ces stratégies, mais il reste quelques espoirs. L'espoir, effectivement, que les politiques prennent en main la chose. On attend le 14 juillet, ça sera la fête nationale française, mais ça aussi peut-être la fête du carbone. Il va y avoir des annonces de l'Union européenne sur l'avenir du carbone. J'espère voir une certaine limitation de la spéculation, parce qu'aujourd'hui, ce sont les fonds de pension américains qui sont en train de faire le prix du carbone en Europe. C'est quand même quelque chose d'un peu paradoxal, mais c'est la loi de la finance pure et dure, et ça drive tous les prix d'électricité à la hausse. Et puis peut-être que, en effet, pourquoi pas, demain ou après-demain, une nouvelle crise, cette fois-ci, à mon avis, financière, parce qu'on a amassé un niveau de dette considérable. Est-ce que ça peut tenir comme ça longtemps, Les arbres ne montent pas au ciel. Voilà, donc néanmoins, dans cette incertitude où personne n'est capable de prévenir l'avenir, mais par contre on est sûr d'une seule chose, c'est que le carbone va prendre une place de plus en plus importante, il faut avoir une stratégie long terme, réadapter ces stratégies, savoir les expliquer à son management, et peut-être aussi accepter une certaine appétence au risque, dans le sens où le développement des renouvelables peuvent être des opportunités, parce que quand il y a beaucoup de vent, ou il y a une dépression sur l'Europe, il y a beaucoup de vent, les prix spot tombent. Et donc le spot
est encore une opportunité. Il faut être agile, savoir capter ces prix-là, ne pas se couvrir à 100%, laisser une part de spot. De là à devenir météorologue, on peut se poser la question. Peut-être que je vais suivre une formation de météorologiste pour savoir comprendre comment une dépression peut agir sur les systèmes venteux, etc., ou le solaire. Mais voilà, le métier d'acheteur d'énergie d'aujourd'hui devient de plus en plus compliqué par rapport à ce qui le fut il y a quelques années. Regardez une facture d'électricité ou de gaz, il y a de plus en plus de lignes, il y a des C2E, il y a de la capacité. Ça devient de plus en plus un vrai métier. Et parmi nos auditeurs, il y a des acheteurs d'énergie qui ne sont pas full-time sur le poste, hein, qui font ça dans les achats indirects, ils achètent de l'informatique, des voyages et aussi de l'énergie. De temps en temps, ils pensent, tiens, il faudrait peut-être que je renouvelle mon contrat. On ne peut plus agir comme ça aujourd'hui, hein, parce que c'est la loterie. On ne peut pas. Il faut vraiment, quand vous avez des budgets importants, ou même un peu moins, mais passer plus de temps sur ce sujet parce que c'est de plus en plus complexe. Merci. Laurent Ornez, vous qui êtes principal de la pratique énergie du cabinet Hemming, donc cabinet de conseil spécialisé dans l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, vous accompagnez de nombreux acheteurs. Quelle situation vous observez et quelles recommandations vous pouvez avoir par rapport à ces problématiques ? Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais déjà dans une première partie me faire un peu le porte-parole effectivement d'une catégorie de consommateurs qu'évoquait Fabrice à l'instant, donc celle des acheteurs de familles d'achat indirect pour lesquels qui ne sont pas électro-intensifs, hein, mais qui malgré tout peuvent avoir quelques gigas ou quelques dizaines de gigawattheures, parfois même un peu plus quand on est multisite. Et sur cette catégorie-là, les grands constats qu'on peut faire, c'est que déjà, il y a un grand désarroi actuellement sur l'évolution des prix de marché qui ne cesse de monter. Donc avec beaucoup de questionnements de leur direction, en leur demandant mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi l'historique des prix, c'est quoi les raisons, et donc beaucoup de difficultés à répondre à ces questions. Le deuxième grand constat qu'on peut faire aussi, c'est que on a vu depuis un certain nombre d'années le marché mûrir et puis de plus en plus de consommateurs avoir des prix à clic. Et donc, en fait, ce qu'on constate, c'est la difficulté de savoir cliquer, notamment pendant les périodes de hausse, parce que évidemment, c'est toujours facile on est tous champions du monde quand les prix baissent et de savoir cliquer. Mais quand les prix montent, en fait, il y a toujours un stress. Il y a au moment de prendre la prise de position, de se dire, je vais peut-être attendre demain, ou encore demain, et puis finalement, les prix de marché ont encore monté. Et donc, c'est toujours, de savoir, donc on passe du temps, et puis on n'arrive pas trop à faire cette prise de position. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de consommateurs qui avaient des clics à faire et qui n'ont pris aucune prise de position, même encore aujourd'hui pour 2022, et qui attendent une baisse qui ne vient pas, et d'où leur désarroi en disant mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire, et est-ce que ça va enfin venir, avec notamment l'espérance que l'été les prix sont toujours moins chers, ce qui est faux, hein, ce qu'on sait statistiquement quand on regarde les prix sur les 10 dernières années, mais voilà, donc il y a ce grand désarroi. Ensuite, et ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit, c'est que les consommateurs ont tendance à attendre l'année N-1 de leur échéance de contrat pour renouveler leur contrat. C'est-à-dire que parfois ils s'engagent sur 1 an, 2 ans, 3 ans, mais tant qu'ils ont géré ce contrat-là, ils attendent finalement l'échéance N-1 pour se dire je vais renouveler. Donc il y a des consommateurs qui ont pu acheter il y a 2 ou 3 ans, et là ils se retrouvent avec une échéance fin 2021, on se dit mais là, il faut que je renouvelle, et évidemment c'est un peu tard parce que les prix de marché ils sont trop tard. Et dernier point dans les constats que je voudrais évoquer, c'est effectivement, et ça a été dit aussi par Fabrice notamment, c'est sur la difficulté de maîtrise budgétaire de l'électricité. On parle surtout effectivement d'électricité, le gaz c'est un peu plus simple, puisque effectivement il y a la fourniture, mais il y a la capacité, il y a la REN, il y a l'écrêtement à REN, il y a les C2E, et puis au-delà de ça, il y a même aussi la partie acheminement et taxes. Et donc on va le dire juste après dans les recommandations, mais pour pouvoir maîtriser aussi un budget, il faut aussi pouvoir le simuler, pour pouvoir l'appréhender de façon globale, et ça, il y a cette difficulté de le maîtriser, notamment aussi dans un contexte réglementaire aussi incertain. Donc si on veut formuler quelques grands conseils, alors
plutôt à court terme, à vrai dire, parce qu'effectivement, vous avez déjà abordé le sujet des PPA avec dans une logique long terme, mais si j'essaie d'être un tout petit peu concret pour vraiment pour les mois à venir, c'est que déjà, ne serait-ce que sur la stratégie d'achat par prix fixe, c'est bien d'avoir des prix à clic, enfin, pas à prix fixe, je veux dire prix à clic, mais c'est bien d'avoir ces stratégies, mais il faut avoir des stratégies, il faut s'y tenir. C'est-à-dire que quand on parle de stop loss, de plafond adaptatif, parfois de mandat, etc., encore une fois, il faut définir cette stratégie, la faire valider en interne, bien sûr, mais ensuite il faut s'y tenir. Et à un moment donné, peut-être que c'est très basique, mais il faut peut-être se mettre un calendrier, on a tant de clics à faire, et je me mets des dates butoirs. Et à un moment donné, si le marché n'est pas descendu avant cette date butoir, si j'ai 4 clics à faire, je dois en faire un par trimestre, eh bien je clique quoi qu'il en coûte, entre guillemets. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui fait que on va tempérer, on va modérer cette hausse. Et dans cette logique aussi de clics, de façon aussi un peu concrète, c'est que quand on a le nombre de clics, il est très dépendant finalement de la puissance que vous avez. Et aujourd'hui, comme on a cette chance, et tant que l'arène existe, finalement l'arène, Patrick le disait, c'est 75-80% d'une fourniture. Après écrêtement, c'est la moitié. Mais ça veut dire qu'il n'y a qu'une partie du volume qui a cliqué. Donc on peut avoir aussi une stratégie de prix 100% marché avec un swap arène, quand c'est possible, parce que tous les fournisseurs ne le font pas, plutôt que d'avoir un prix indexé arène avec juste le reliquat à cliquer en base et en pic. Parce que finalement, comme c'est 1 MW à cliquer, parfois 0,5 pour certains fournisseurs, vous vous retrouvez avec des volumes à cliquer pour peu que vous ayez plusieurs contrats de fourniture par segment. Avec des volumes à cliquer qui sont très faibles. Donc la stratégie de lissage est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile. Et dans le même ordre d'idée, si vous voulez aussi essayer d'avoir un peu plus pour éviter les surprises de fin d'année sur l'écrêtement arène, vous pouvez aussi couvrir l'écrêtement arène, parce que encore une fois, sur un prix indexé arène, vous avez potentiellement plus à cliquer sur un écrêtement arène que sur le volume de reliquat en base et en pic. Donc ça, il faut aussi y penser, parce que c'est ça aussi que vous pouvez lisser. Je parlais de la stratégie de validation en interne. Deuxième grand type de recommandation qu'on peut faire aussi, c'est pour pouvoir prendre ces prises de position, il faut être éclairé sur la constitution de votre budget. Et donc la chose qui est importante, c'est d'arriver à simuler à la fois votre budget de référence actuel et votre budget futur. Et ça, c'est pas simple à faire, encore une fois, avec tout ce qui est capacité, C2E, acheminement en taxes, mais c'est fondamental, parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de voir les effets des évolutions, des enchères. Il y a encore une enchère qui vient d'avoir lieu ce matin sur la capacité, pour pouvoir vous projeter sur le futur. Et ça vous permet de voir aussi, c'est que la fourniture, c'est 50% aujourd'hui d'une dépense. Avec l'écrêtement en RN, c'est plus que 25%. Donc aujourd'hui, certes, le prix est passé de 37 à 70 aujourd'hui, mais ça n'a pas pris 75%. Ça, grosso modo, pour l'instant, ça n'a pris que 20%. Alors, je dis 20% avec évidemment beaucoup de recul, parce que 20%, quand on a des budgets énergie qui sont monstrueux, ça fait très mal. Mais il faut aussi savoir, en tout cas, avoir cette maîtrise-là pour pouvoir se dire, oui, à un moment donné, je sais combien ça fait et combien ça représente en termes d'euros pour pouvoir le partager en interne. Merci. Et je terminerai avec deux petits sujets sur le fait que pour pouvoir corroborer aussi ce que disait Olivier, c'est que finalement presque le meilleur moment pour renégocier, s'intéresser à son contrat, c'est quand on vient de négocier son propre contrat. Il faut déjà s'intéresser potentiellement au renouvellement du contrat d'après. À moins que vous ayez signé pour 3, 4, 5 ans, parce qu'aujourd'hui les marchés sont cotés jusqu'en 2025, mais si vous êtes engagé sur 1 ou 2 ans, vous pouvez d'ores et déjà vous intéresser, ou alors faire comme Fabrice le dit, vraiment avoir un partenariat de long terme avec son fournisseur vraiment sur des longues années, mais en tout cas ne pas attendre les échéances de contrats pour s'y intéresser. Alors justement, les contrats fournisseurs. Messieurs, qu'est-ce que vous proposez? Quel moyen d'action? Alors, comme ça a été dit à l'instant, effectivement, il y a plusieurs typologies de clients et on ne peut pas proposer la même chose à tout le monde. Quand on a un certain volume, il paraît assez pertinent aujourd'hui encore de laisser du volume au spot, comme le disait Fabrice. Quand on regarde le spot, l'année dernière, il était en moyenne à 32. L'année dernière, c'était 2020, mais l'année précédente, il était à 39. Et si on regarde sur 10 ans, il a été, je crois, 6 années consécutives sous le niveau de l'arène, donc à moins de 42 €. Donc il y a plusieurs produits qui existent sur le marché. À partir du moment où on a un volume suffisant, il faut jouer avec ces produits de marché. Donc il n'y a pas simplement le
timing qui compte, c'est-à-dire échelonner et prendre ses positions de façon, j'allais dire, échelonnée dans le temps, donc un clic par trimestre si on fonctionne avec des clics, mais on peut aussi travailler sur ces produits de marché. Au-delà de ces produits de marché, on a aussi des clients qui veulent s'engager sur du plus long terme et on est capable de vendre des blocs d'énergie à plus long terme jusqu'en 2030 à des niveaux de prix qui sont aujourd'hui dans la continuité de ce qu'on voit sur 2024, donc plutôt sur des 60 € que sur des 70. Et puis, Gilles, tu as commencé à en parler, on en a parlé ce matin, les PPA, c'est effectivement une solution qui est dans la monnaie. Ça n'intéressait personne en France parce que c'était beaucoup plus cher que les prix de marché ou que les prix de l'AREN. C'est plus le cas. C'est non seulement effectivement un produit qui va vous donner de la visibilité, c'est un produit qui peut remplacer l'AREN. On ne sait pas exactement quelle est l'échéance, mais mettre en place un PPA solaire, ça va prendre 2-3 ans, ça dépend ce qu'on a dans le pipe. Il faut s'y intéresser maintenant, ça va être 10-15% de votre énergie. Et donc, il faut effectivement pouvoir s'engager là-dessus. Il ne faut pas être verrouillé, parce qu'un des verrous qui était exprimé, c'était aussi l'engagement sur du long terme. Ça peut être compliqué pour certaines entreprises. Madame Véronique Bartel, qui parlait un peu plus tôt, était un peu timide, mais on a effectivement signé un PPA court terme avec Wienerberger et on en propose avec des échéances différentes. Donc on est en train aujourd'hui d'apporter des solutions avec les PPA et avec des ingénieries associées à ces PPA. Sur ce point-là, il ne faut pas être frileux, mais il faut avoir effectivement conscience qu'on peut commencer à aller travailler sur le plus long terme, préparer la fin de l'AREN ou le changement réglementaire avec ce qui sera associé, mais ce qui semble être associé à ça, ça sera effectivement pour les grands consommateurs, entreprises et grands professionnels, pas forcément d'autres solutions que la solution marché. Et donc c'est l'anticipation qui a été effectivement citée aussi par nos deux acheteurs, qui est extrêmement importante. Et s'agissant du plus court terme, être dans la tempête quand on est marin, on abaisse les voiles. Dans le monde de l'énergie, il ne faut pas tout abaisser, parce que si vous attendez d'être au pied du mur, la vague pourrait être très très grosse à supporter. Donc je répète mon message, il faut à un moment donné savoir expliquer en interne quand c'est difficile, se faire accompagner, on est là pour l'expliquer, pour prendre des décisions et fermer des positions. Alors moi je parlais de 50% du volume encore à couvrir, parce que j'intégrais effectivement plus ou moins l'écrêtement. Gilles Nagid, de votre côté, c'est la même analyse et pour... Oui, on a déjà dit beaucoup de choses, et de fait, sur les PPA, je voulais juste aller dans le même sens en rappelant que juste de l'autre côté de la frontière, en Espagne, ça n'est pas une possibilité, c'est une réalité. C'est un raz-de-marée même. On a un marché qui est déjà de plus de 5 voire 10 gigawatts de PPA qui se signent, parce que les prix du photovoltaïque sont beaucoup plus bas, qu'il y a plus d'ensoleillement par ailleurs, et parce qu'on a un pipe de projet qui est beaucoup plus fourni. Donc c'est une vraie réalité. Des choses dont on parlait qui semblaient lointaines aujourd'hui se font et vont arriver. En Espagne, c'est arrivé pour les électro-intensifs d'abord, et puis c'est en train de baisser. Donc par rapport à cette vision et au fait de mettre en place une stratégie, quels produits on peut mettre en place? Bon, je pense qu'on l'a un peu tous dit, mais on n'a pas une stratégie. Il y a autant de stratégies que de consommateurs, en fonction de son appétence au risque, en fonction du produit derrière fini et des transferts qu'il peut avoir, de sa structure de coût et de sa structure budgétaire. Ce que l'on voit, c'est une démarche que nous, on accompagne en étant au plus proche. C'est le fait de pouvoir se projeter sur le plus long terme en mettant en place une stratégie qui peut être du consommateur le plus expert, qui va aller même au-delà de faire des clics. On travaille aujourd'hui avec des consommateurs où on défixe, on fait le contraire. On clique, puis on déclique, et vraiment on suit les marchés, on va aller chercher des opportunités dans tous les sens. Donc, pour ça, il faut être vraiment très expert, avoir des personnes dédiées, et surtout, il faut mesurer sa stratégie pour ne pas agir en étant au pied du mur ou sous l'impulsion. Il faut dépassionner ce suivi des marchés, il faut comprendre pourquoi ça bouge, il faut avoir des outils et des indicateurs rationnels de prise de décision. C'est ce que l'on fait. Nous, on a mis en place toute une practice conseil aux clients pour les accompagner dans cette gestion active. Parce que on parle souvent des éléments les plus complexes qui doivent être derrière suivis avec des indicateurs, avec une vraie stratégie.
mais il faut aussi simplifier ça en apportant plus d'autonomie à des plus petits acheteurs. Donc là, nous, on travaille plutôt sur la partie outils informatiques et donner de l'autonomie aux clients en travaillant sur les outils. Et je le disais tout à l'heure, Fabrice l'a redit, le métier d'acheteur de l'énergie est bouleversé, il a complètement changé ces dernières années. Je pense qu'en fait, on va rapidement plus parler d'acheteur de l'énergie, mais vraiment de manager de l'énergie. Un manager de l'énergie, il a une vision complète, il sait exactement à quoi sert l'énergie qui est achetée, il le sait sur le long terme. Et côté fournisseur, c'est pareil, on nous appelle fournisseur d'énergie, on parlait de fourniture de gaz. En réalité, nous, ce que l'on essaye de faire, c'est l'avantage d'avoir une structure à taille humaine et intégrée, c'est d'être fournisseur de solutions, et pas seulement fournisseur d'énergie, en ayant dans la même salle, dans le même open space, des personnes qui sont spécialisées dans le conseil et le suivi des marchés, des ingénieurs en efficacité énergétique, des personnes qui suivent le marché des C2E et une action sur la partie énergie renouvelable, puisqu'on a Enel Green Power qui se réimplante en France aujourd'hui, donc qui pourra nous donner de la visibilité sur les PPA. Cette vision, ce changement de paradigme, de passer d'acheteur à manager de l'énergie, passer de fournisseur d'énergie à fournisseur de solutions, ça enrichit très fortement. Dans les phases de tempête, ça rend le métier plus compliqué, mais c'est là où c'est le plus intéressant. Et ce que disait Fabrice, c'est qu'aujourd'hui, le carbone sera un driver pour les prochaines années, un driver fondamental qui va forcément nous pousser à changer, mais ça tombe bien, on a envie de changer. Alors, M. de Miras, est-ce que Oui, vous avez j'ai déjà envie de commencé réagir, votre évolution du management? J'ai envie de réagir à ce que vient de dire Gilles parce que c'est très, très intéressant et ça évoque plusieurs choses. Donc effectivement, je pense qu'il y aura effectivement une sorte d'avant et d'après parce qu'on s'aperçoit que le métier d'acheteur, il devient plus large. On est obligé d'embrasser beaucoup plus de sujets qu'on a pu le faire auparavant et du coup, il devient plus compliqué. Et en même temps, on a toujours une exigence de nos clients finaux, direction, pour nous les hôpitaux publics, de rendre quand même quelque chose de simple, de compréhensible et d'accessible. Donc je pense qu'il faut quand même continuer à dire que principalement on gère des risques. Donc on doit mettre en place des outils de gestion des risques. Et ça s'accompagne par d'outils de prise de décision. Là, tu as parlé des outils électroniques, mais je pense que les outils de compréhension, expliquer ce que c'est qu'un plan de couverture, qu'est-ce que c'est qu'un clic, qu'est-ce que c'est qu'un stop loss, même si c'est des termes qui peuvent paraître barbares a priori, ce sont uniquement des outils de prise de décision qui vont éviter tous les points qui ont été évoqués auparavant. C'est-à-dire, je ne me retrouve pas à avoir à renouveler mon contrat dans une situation de marché que je ne connais pas, au pied du mur, parce que de toute façon, il faut assurer la continuité d'approvisionnement. Ça, c'était vraiment pour faire le lien. Nous, on s'est dit, il faut aller plus loin, ce que je disais tout à l'heure, et comment on va plus loin, et sur l'angle des outils, qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres acheteurs pour aller plus loin. Donc on veut saisir toutes les opportunités de marché. Je ne sais pas si nous, on va faire du déclic, parce qu'on a quand même notre direction, les hôpitaux publics, c'est plutôt une gestion bon père de famille, il n'y a pas, on gère de l'argent public. On pourrait être taxé de boursicoteurs à vouloir prendre des positions, défaire des positions, aller en reprendre. Donc je ne pense pas qu'on ira peut-être aussi loin sur ces outils-là. En revanche, et ça a été dit plusieurs fois, on voit bien qu'il y a une composante temps. Si on est pris par le temps, si on est coincé par le temps, on ne s'en sort pas. Et donc, nous, on a une logique de décorrélation en fait, temporelle entre les marchés avec nos fournisseurs, que j'appellerais de tête, et qui rendent une livraison, une facturation simple pour nos adhérents, parce que ça aussi, il faut continuer à essayer de rester simple. Et donc, on est en train de désintermédier une partie de nos marchés. C'est vraiment la nouvelle étape de la stratégie qu'on va engager pour justement, si on veut aller chercher des blocs d'énergie sur les marchés sans plus avoir véritablement à se préoccuper du moment, le cas de la crise que j'expliquais tout à l'heure, voilà, on n'a pas de marché ouvert en mars 2020, on ne peut pas saisir l'opportunité de marché. Donc ça va passer pour nous par une phase de désintermédiation, donc on va avoir d'autres contrats avec d'autres fournisseurs, des fournisseurs de volume tiers qu'on va intégrer et on va aller sourcer donc des volumes, on va aller jeter des volumes sur le marché. On pense que ces volumes, ce sont des blocs d'énergie un peu traditionnels, mais on se dit qu'on
on va pouvoir aller, c'est ce qui a été dit aussi, aller chercher des profils de production d'énergie renouvelable ou des blocs agrégés d'énergie renouvelable pour ensuite être en capacité de les injecter dans ces marchés de tête. Donc ça, c'est une vision. On en a une autre aussi à l'hôpital public, c'est que, je ne sais pas si on pourra développer ces points-là, mais il y a tout le sujet de la flexibilité. On dit que le champ est de plus en plus large sur les sujets de l'acheteur d'énergie. Il faut acheter au bon prix, mais en même temps, on sait qu'en cours d'exécution de contrat, on peut agir sur la flexibilité des consommations pour générer encore de la valeur par rapport au budget théorique qui a été présenté tout à l'heure. Et en même temps, on doit garantir la qualité d'approvisionnement. On ne peut pas imaginer, tout le monde a vécu les derniers mois les yeux rivés sur les hôpitaux, et notamment les hôpitaux publics en France. On n'imagine pas qu'il y ait des problèmes pour faire fonctionner les respirateurs. Donc ça, tout le monde visualise très bien. Et c'est un enjeu technique, bien sûr, mais ça passe aussi quelque part, de notre point de vue, par la capacité qu'on a à s'adresser aux directions, à faire remonter ces sujets-là. Donc, ce que j'évoque là, c'est le sujet des effacements, parce que c'est aussi une possibilité d'améliorer les budgets, mais aussi, avec ces budgets qui sont générés en plus, pourquoi pas de renforcer des installations techniques pour garantir cette qualité d'approvisionnement. On a beaucoup parlé d'électricité, mais en gaz, c'est la même chose. Un délestage en gaz, on parle beaucoup des blackouts dans l'électricité, mais quand il y a un hiver très froid, on est toujours satisfait de la continuité, de la qualité de l'approvisionnement. Merci, M. Limers. Monsieur Camp, vous avez des ajouts à faire, je crois, par rapport à la fois aux outils et aux outils, voilà, et parce que je disais moi-même que la complexité s'intensifie. Et que là, je lance un appel aux fournisseurs, aux consultants, d'essayer d'apporter cette connaissance à l'acheteur et d'expliquer que l'acheteur puisse comprendre et lire le marché. Expliquez-moi aujourd'hui, comment se fait-il qu'un produit 2023 en électricité en France est grosso modo 10 € moins cher que le produit 2022. Expliquez-moi pourquoi le gaz 2023 est 4,50 € moins cher que le gaz 2022 au moment où je vous parle. Ça a bien une signification. On appelle ça la backwardation. Okay, c'est-à-dire que les produits de futur sont moins chers que les produits de demain. Donc on voit bien qu'il y a un problème momentané de reprise de l'économie. Voilà, tout est lié à l'économie et à la politique dans l'énergie, fondamentalement. Donc il faut bien comprendre et lire les marchés. Et ça veut dire quoi? Tout à l'heure, Laurent disait, il y a l'acheteur qui n'a pas posé certains clics sur 2022, le temps passe, le prix monte. Mais il y a quand même des solutions pour s'en sortir, entre guillemets, et jouer sur la backwardation. Rien n'empêche un acheteur, justement, on parlait de temps long, d'avoir des contrats pluriannuels, de prendre un clic 2022, 2023, 2024. Vous moyennez les 3 années à venir, vous jouez sur la backwardation, et in fine, aujourd'hui, vous achetez du gaz, vous prenez un clic 22, 23, 24 au prix de 20 €, grosso modo, parce que vous jouez sur la backwardation. Alors certes, c'est 23 et 24 qui financent, entre guillemets, le 22, mais vous moyennez, et une fois que les stockages gaz, par exemple, seront remplis, que les choses redeviendront normales, on l'espère, que les Chinois aussi aient rempli leur stockage, et que la climatisation ne tourne plus, eh bien, on peut espérer une diminution du prix du gaz sur le DEL, sur le mensuel, et sur aussi les courbes lointaines, 23-24. Et là, vous pouvez aussi vous racheter du 23, du 24 à un meilleur prix. Voilà, y compris le 22. Voilà. Donc, jouer sur les backwardation. Et ça, si vous voulez, c'est pas inné. Il faut pouvoir avoir l'information, lire le marché. Et là, vous avez un rôle dans les fournisseurs de solutions à apporter, me semble-t-il. On peut même aller encore plus loin. On parlait de déclic, c'est une technique intéressante, mais c'est vrai qu'on peut toucher un peu la spéculation, et c'est parfois mal vu, comme le disait très justement Olivier, mais y compris dans le privé, c'est mal vu. Mais c'est une technique. Mais on peut aller encore plus loin avec des outils un peu plus sophistiqués, notamment les dérivés, les options. Un acheteur peut acheter un call, vous achetez l'option d'acheter à un prix. Vous payez cette option, vous payez une prime. Mais ça vous garantit de pouvoir acheter à une telle date à ce prix-là. Alors effectivement, en ce moment, compte tenu de la volatilité qui est énorme, les primes sur les options, donc le coût de l'option est très élevé. Mais lorsqu'on est dans un marché plus dans la monnaie, avec une volatilité plus confortable, on peut aussi tenter des mécanismes de cette nature-là. Voilà. Donc
il y a de multiples outils, mais c'est aux fournisseurs aussi de nous les mettre sur la table. Hein. Voilà, vous n'êtes pas qu'un fournisseur de commodités, avec un clic, bêtement. Il faut aller plus loin, me semble-t-il, parce que le moment est venu d'aller plus loin. Parfait. On est tout à fait d'accord. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas parler que des solutions les plus complexes, mais réussir avec beaucoup de pédagogie à s'adapter au niveau et à l'attente de son client, et à rationaliser et à mettre des indicateurs et des vrais suivis derrière pour simplifier ces prises de décision, quel que soit le niveau d'expertise, qui est un vrai rationnel derrière. J'ai 2 questions de nos auditeurs. Alors je vous les donne toutes les 2 et puis vous me direz qui veut les prendre. Il y en a une qui a priori est plus particulièrement destinée à M. Cormeret, puisqu'elle est la suivante. En quoi les PPA constituent-ils une sécurité sur les prix dès lors que, par exemple, si on imagine un PPA solaire, il ne produit pas en permanence. Et l'autre question, c'est pour un consommateur moyen, 5 gigawattheures par an de consommation, des prix mixants prix fixe et indexés. Est-ce que c'est une bonne idée? Le prix fixe crée parfois un leurre ou des incompréhensions entre le prix acheté et le prix payé, car la facture électrique est influencée par de nombreuses composantes. Les évolutions sont courantes. Les contrats indexés permettent l'achat long. Je vous laisse peut-être, Patrick, sur la première question. Sur la première question, donc, si on prend un PPA, avec un engagement de prix qui va être figé. On peut faire un peu d'engineering pour éventuellement le faire évoluer avec des caps. Et ce prix figé correspond à aussi un engagement de production avec une puissance mini, des volumes mini. Donc on a des aléas de production si on prend des panneaux solaires, forcément, mais on a quand même des moyennes. Il y a moins d'aléas que sur le vent d'ailleurs. Et vous avez une garantie, grosso modo, d'un volume à quelques pourcents près qui sera livré tous les ans sur une période déterminée à un prix fixé. Et si ça représente 10% de votre volume, bah vous avez 0,1 fois le prix, je sais pas, par exemple 50 € sur un PPA Greenfield qui sera figé sur une période de 10 ans. Parfait. Sur la deuxième question. Je viens de tenter d'y répondre en quelques secondes. La difficulté, c'est je le disais tout à l'heure, quand on a 5 gigawattheures, on ne peut pas faire beaucoup de clics ou beaucoup d'indexations. Un 5 gigas, c'est même pas un clic, donc voilà. Donc il y a déjà 2 gigas 5 à minima à couvrir en arène, qui sera couvert par l'arène. Il restera une prise de position à faire maximum. Donc là, c'est très compliqué de se positionner. Il y a la solution avancée par Fabrice, c'est d'essayer d'avoir une vision plus long terme et de moyenner. Voilà. On a cette chance-là actuellement, effectivement, d'avoir des prix en N+3, N+4, N+5 qui sont moins chers. Ce n'est pas toujours le cas. On a parfois le phénomène inverse. Donc, effectivement, en ce moment, c'est le cas. Ça peut être une solution. Parfait. Merci à tous. Je crois que nous avons atteint l'heure limite. Il me reste à vous remercier pour votre participation, à remercier les organisateurs et à souhaiter à tous nos amis acheteurs de parvenir à sortir de la tempête sains et saufs. Pour venir l'année prochaine.